Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Alix. Bonjour Alix, Bonjour Thérèse. merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. Dans un instant, je vous laisserai vous présenter aux personnes qui nous écoutent et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet super important, en même temps super délicat, parfois mal compris. Que ce soit pour les croyants ou les non-croyants. Et nous allons parler de pas mal de questions autour de la contraception, ce qu'en dit l'Église, pourquoi, autour des méthodes naturelles de régulation des naissances, autour de la PMA, la fécondation in vitro, etc. Mais également l'éducation à la sexualité. Est-ce qu'il faut en faire une? Pourquoi? Oui. À quel âge? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'école? Etc., etc. Nous allons parler de tous ces sujets. Si vous êtes, on va dire, plutôt catholique, plutôt déjà formé à tous ces sujets-là, que vous êtes déjà convaincu, on va dire, vous vous dites peut-être, oh, ce podcast n'est pas pour moi, mais non, nous vous invitons à rester jusqu'au bout parce que, il est toujours important de se rappeler certaines choses et je pense que ça peut notamment aider dans les débats qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue ou qui cherchent à attaquer l'Église tout simplement, ou alors qui ne connaissent pas ces sujets, donc qui ont envie d'en savoir plus, parce que parfois on peut être convaincu nous-mêmes, mais ne pas forcément avoir suffisamment d'éléments, de formation, d'arguments, etc., pour pouvoir ensuite défendre les positions de l'Église. Et je pense que c'est le devoir de tout catholique, de tout chrétien, de savoir défendre la foi, la morale, etc., et toutes les valeurs catholiques auxquelles on est attaché. Et puis si vous n'êtes pas trop de ce milieu, que vous ne connaissez pas, etc., bah, c'est justement l'occasion d'entendre ce que dit l'Église, loin des caricatures, loin de ce qu'on peut voir aussi dans les médias, loin de ce qu'on peut entendre aussi parfois sur certains parvis de chapelle, etc. Donc là, on va vraiment essayer d'avoir une vision la plus juste et la plus équilibrée, prenant en compte quand même que chaque situation est évidemment particulière, chaque couple est différent. Donc nous, ce qu'on va donner, enfin c'est surtout Alix d'ailleurs qui va parler, c'est elle qui connaît le mieux ce sujet. Mais donc tout ce qu'on va dire dans ce podcast, ça va être assez général, on va dire, ça va être les lois. Ça va être les principes de l'Église et même de la morale naturelle. Et donc, évidemment, il peut toujours y avoir, ou alors je dis pas des exceptions, parce que quand il y a une règle, il y a une règle. Mais bon, chaque situation, en tout cas, est différente. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter soit une personne qui est formée pas loin de chez vous, soit le prêtre de votre paroisse, votre confesseur, votre directeur spirituel, etc. Si vous avez des doutes, s'il y a certaines choses que vous ne savez pas, ou vous ne savez pas comment l'appliquer vous dans votre couple ou dans votre vie, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez apporter des précisions en commentaire, bien sûr, vous êtes les bienvenus pour les faire, ou si vous avez d'autres questions à poser, je suis sûre qu'Alix regardera les commentaires et pourra y répondre également si vous avez besoin de petites précisions. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis bah, Alix, je vais vous laisser vous présenter, parce que c'est, à vrai dire, c'est vous qui m'avez contacté pour proposer ce podcast. Et bah, quand vous allez dire un petit peu votre formation et qui vous êtes, nous allons comprendre pourquoi, mais je vous laisse vous présenter pour commencer. Très bien. Alors du coup, donc je m'appelle Alix, je suis maman de bientôt deux enfants, donc mariée, et surtout je suis sage-femme. Donc j'ai exercé 2 ans avant de m'arrêter pour m'occuper de mes enfants, et je viens de terminer une formation de conseil conjugal et familial. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais concrètement, voilà, le but, c'est d'accompagner des couples, d'accompagner des familles euh, sur plein de sujets, voilà, sur le couple et la famille. Donc cette formation, je viens de la terminer. J'ai pas, pour le moment, je ne travaille pas en tant que conseillère conjugale, mais voilà, ça sera peut-être un objectif plus tard. En tout cas, voilà, je vous ai en effet contacté pour parler de tous ces sujets qui, moi, sont un peu au cœur de... Alors, pas forcément de mon métier quand je suis en salle de naissance et que je fais accoucher des femmes, évidemment, c'est pas des choses dont on parle beaucoup. Mais la contraception et voilà, tout ce qui est la question de la régulation des naissances
Évidemment, en tant que sage-femme, on est confronté à ça, que ce soit parce que ça fait partie de nos compétences de prescrire tout ça, mais aussi parce qu'en fait, on est confronté à la détresse, parfois, enfin, la détresse ou pas, hein, des couples qui nous en parlent. Et je veux dire, dans ma vie personnelle, du coup, c'est un sujet qu'on aborde assez facilement avec moi aussi parce qu'on sait que je peux comprendre et enfin, donner parfois des conseils. Mais voilà. Et je suis souvent aussi confrontée à beaucoup d'interrogations de la part des couples qui savent pas trop toujours bien se situer ou alors qui sont parfois un peu révoltés de ce qu'ils entendent, que ce soit le discours de l'Église, que ce soit le discours de gens qu'ils rencontrent. Voilà. Et donc, ça me tenait à cœur d'en parler de façon posée, calme et voilà, comme vous le disiez, en énonçant les généralités, les grandes lignes de ce que l'Église nous demande. Et comme vous l'avez très bien dit, après, chaque cas est unique et il ne faut pas hésiter à en discuter avec la personne, enfin l'accompagnateur spirituel qui vous suit ou voilà, et donc comment dire, en tirer les conclusions qui sont celles qui vous concernent entre guillemets. Et puis comme vous dites, Voilà. enfin comme vous me le disiez avant de commencer l'enregistrement, on n'est vraiment pas là pour juger, ni pour voilà, sonder les cœurs, ni quoi que ce soit. On n'est pas là pour vous agresser, vous dire quoi faire, vous forcer ou je ne sais quoi. C'est vraiment un podcast tout en bienveillance. On va essayer d'être les plus délicates possibles, évidemment, mais voilà, ne prenez vraiment rien contre vous et comment dire, on va pas dire ne vous sentez pas jugé parce que oui, il y a quand même un enseignement de l'Église et évidemment, il faut le suivre. On va pas vous dire autre chose, mais chacun son cheminement, chacun là où il en est à ce moment-là et enfin à l'heure actuelle. Et puis voilà, on sème des petites graines et après à vous d'y réfléchir et d'essayer de mettre en place dans votre vie si besoin, si ça n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, il y a pas de jugement, juste dire la vérité avec autant de délicatesse que possible. Et on espère que ça pourra vous aider et vous donner vraiment des pistes concrètes, et notamment pour mettre les pieds dans le plat, pour commencer directement. Par rapport à la contraception, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que l'Église interdise ce genre de choses, enfin la contraception chimique, on va dire, et le fait de prendre la pilule ou d'utiliser un préservatif, et, ou de mettre un stérilet, par exemple. Et donc beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, parce que beaucoup disent, bah voilà, moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants, ou enfin pour X raisons, les personnes trouvent que c'est vraiment presque inhumain finalement de, de ne pas autoriser la contraception. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Église interdit la contraception et quelles sont un petit peu les règles, entre guillemets, à suivre? Est-ce qu'il y a que l'abstinence, par exemple? Ou voilà, je vous laisse dérouler ce premier sujet. Ouais, alors très très vaste question. Déjà, un des prérequis à savoir, c'est que évidemment l'Église, quand elle dit qu'elle interdit la contraception, il faut savoir que l'Église déjà comment dire, ne recommande l'union d'un homme et d'une femme que dans le cadre du mariage. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle condamne aussi les relations sexuelles hors mariage, évidemment, elle s'adresse à des couples mariés et donc comment dire, qui doivent suivre les comment dire ça, les règles, si vous voulez, enfin les directives de l'Église là-dessus. Et donc, un des piliers du mariage, notamment, il faut le savoir, c'est la fécondité et le fait d'avoir des enfants. C'est pour ça que l'Église a institué ce sacrement. Alors, il y a d'autres raisons, hein, évidemment, pour la sanctification des époux, enfin, il y en a beaucoup d'autres.
Mais voilà, il faut avoir ça bien en tête quand même, parce que quand on parle de contraception, bah, c'est évident que si vous êtes dans une relation voilà, où il y a aucune promesse, où il y a aucune stabilité, bah, le fait de ne pas avoir d'enfant est quand même beaucoup plus préoccupant. Mais ça, c'est pas forcément le cas, si vous voulez, que l'Église a étudié pour interdire la contraception aux couples catholiques. Après, il faut aussi avoir bien en tête la définition de la contraception. Alors moi, j'en ai une qui est celle de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même assez claire, qui dit que du coup, c'est l'ensemble des procédés réversibles qui visent à éviter une grossesse, donc soit en empêchant la rencontre des gamètes, soit en inhibant l'ovulation, soit en empêchant l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Et chaque partie de la définition est importante. On pourra en reparler. Donc, bah, si on explique concrètement ce que ça veut dire, c'est que la contraception, c'est pouvoir avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfant. Voilà, il n'y a pas de. Elle peut être utilisée pour d'autres choses. Hein. On me parle souvent, ah oui, mais alors moi j'ai pris la pilule parce que j'avais de l'acné. Voilà, on n'est évidemment pas dans voilà, c'est des molécules qui sont contraceptives, mais qui sont utilisées à d'autres fins. Alors après, la question morale est du coup pas du tout la même. Mais voilà, faut avoir bien en tête quand même cette définition. Et alors l'Église, pour le coup, est très claire sur le sujet. Elle en a parlé dans plusieurs, alors il y a des encycliques, des textes, notamment Humanae Vitae de Paul VI, le catéchisme de l'Église catholique, il y a plusieurs numéros aussi qui en parlent. Il y a un texte de Pie XI qui est du coup plus ancien, Castico Nobili, qui lui est plus axé sur le mariage qu'il avait aussi condamné. Enfin voilà, les Il y textes, a il y aussi en a beaucoup si jamais. la catéchèse catholique du mariage du père Barbara. Et d'ailleurs, tout ce dont, enfin, Castico Nubii, la catéchèse catholique du mariage, c'est dans la bibliographie du blog. Donc le lien est dans la description, femmapart.com. Vous allez dans bibliographie. Je pense que c'est dans la catégorie prière ou je ne sais plus quoi, à la fin. Enfin, en tout cas, la dernière catégorie en bas de la page. Et vous aurez tous ces ouvrages-là si ça vous intéresse. Oui. Enfin, en tout cas, les textes, ils sont nombreux et du coup, ils disent toujours la même chose. C'est qu'en fait, si on simplifie un petit peu, entre guillemets, euh, l'homme et la femme euh, ont été créés complémentaires, donc pour avoir des relations intimes au sein du mariage et la, la conception d'un enfant est la suite naturelle de cet acte d'amour entre les époux. Voilà, le bon Dieu l'a créé comme ça. Et donc, en fait, la contraception vient couper euh, au sein de cette relation l'objectif naturel que Dieu lui avait donné. Et du coup, c'est en ça que l'Église dit, bah non, en fait, quand les époux s'unissent, alors évidemment, ça va pas donner une naissance à chaque fois. C'est pas du tout le but et de toute façon, ce serait pas possible. Mais voilà, c'est la suite naturelle de l'acte conjugal. Et donc, en fait, le péché, si vous voulez, réside dans le fait d'empêcher que cette relation puisse être féconde. Euh, et si vous voulez, du coup, c'est comme si le don des époux était pas total à ce moment-là, puisqu'en fait, on se donne, entre guillemets, pour le plaisir, on va dire, mais pas pour les conséquences que ça peut avoir. Donc, bah, évidemment, là, l'Église, elle nous explique que bah, enfin, poser un acte sans vouloir en avoir les conséquences, là, on touche à quelque chose qui est forcément pas bon, ni pour le couple, ni pour la personne.
parce qu'encore une fois, on ne sépare pas un acte de sa conséquence. Donc ça, c'est, si vous voulez, le grand principe général. Et ensuite, il faut voir aussi de façon individuelle que les méthodes de contraception, alors il y en a plusieurs, hein, on peut parler donc ce qu'on appelle les méthodes mécaniques, donc le préservatif, ce genre de choses, qui bon, qui sont pas forcément très efficaces, mais là n'est pas la question, qui empêchent, si vous voulez, qu'il y ait fécondation juste en empêchant les spermatozoïdes d'aller rencontrer l'ovule. Mais il y a aussi les méthodes hormonales ou dites mécaniques, mais qui en fait le sont pas vraiment. Donc les méthodes hormonales, on a tout ce qui est pilule, le patch, l'implant, ce genre de choses, mais aussi les stérilés, qui soient du coup, donc il y a un stérilet hormonal, mais il y en a aussi un au cuivre, qui est un peu vu comme comment dire, le moyen sans hormones naturelles, voilà. Et tous ces moyens-là, ils participent, donc ils essayent d'empêcher l'ovulation. Si ça marche pas, ils empêchent aussi normalement les spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'ovule. Et si ça ne marche pas, ils modifient aussi si vous voulez, on appelle ça l'endomètre, donc la couche de l'utérus qui est censée accueillir un embryon, si jamais il y avait fécondation. Et en fait, il faut bien savoir aussi que l'Église dit que l'embryon est un être humain à partir du moment de la fécondation. Donc, empêcher l'implantation de l'embryon dans l'utérus, c'est finalement un acte abortif aussi. Donc, on voit bien que en fait, ces méthodes de contraception, en tout cas celles qu'on a actuellement, elles posent aussi un problème, non seulement, comme on l'a dit, d'empêcher l'acte conjugal d'aller jusqu'au bout, mais qui peut même aller plus loin, parce qu'en fait, ça peut constituer un avortement, même si la plupart du temps, enfin, elles arrivent à empêcher les choses plus en amont. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut quand même bien avoir en tête et toujours se dire aussi que l'Église n'est pas là en fait pour juste nous embêter et nous dire, enfin, oui, nous forcer à faire des choses dans un esprit un peu pharisien, si vous voulez, où en fait, bah, c'est la règle, c'est comme ça. Et puisque l'Église a dit que c'était la règle, il faut l'appliquer sans réfléchir. Non, encore une fois, si elle nous demande de ne pas utiliser les méthodes contraceptives, c'est parce qu'en fait, elle est intimement persuadée, et c'est vrai, que c'est mieux pour nous, pour notre chemin de sainteté, et voilà, pour nous écarter aussi des conséquences néfastes que tout ça peut avoir. Par Donc, exemple, on sait très bien, je me permets d'ajouter une petite chose, mais par exemple en ce qui concerne le fait de n'avoir des enfants que quand on est marié, etc., enfin de ne pouvoir avoir des relations intimes que quand on est marié, ça garantit justement que si on a des enfants, ils arrivent dans le cadre du mariage et que c'est meilleur pour l'enfant d'avoir de naître dans une famille stable avec un père, une mère qui sont mariés, qui se sont engagés pour la vie, etc. Plutôt que des personnes qui, je sais pas, par exemple, se connaissent à peine, n'ont aucune envie de vivre ensemble ou alors ne sont pas forcément d'accord sur l'éducation ni quoi que ce soit. Enfin, le mariage est déjà suffisamment compliqué et difficile, on va dire, quand on se connaît bien, qu'on a pris un engagement pour la vie, etc. Alors imaginez quand il n'y a pas le mariage derrière. Donc évidemment, c'est aussi pour protéger la famille, les enfants, etc. oui, tout à fait. C'est aussi, enfin là, c'est un des meilleurs exemples de l'Église n'est pas là pour nous embêter. Encore une fois, Mm. vraiment, elle pense avant tout à l'intérêt de l'enfant, qui évidemment grandira de façon plus épanouie dans dans une famille stable, avec des parents qui s'aiment. Voilà. Ça, évidemment. Et du coup, bah, pour continuer un petit peu sur cette pensée, bah, du coup, on reproche beaucoup aussi à l'Église. Ah bah oui, mais du coup, ben, comment on fait? Parce qu'il y a des personnes qui sont
fertiles, alors très fertiles ou d'une fertilité entre guillemets normale. Mais du coup, en gros, je sais pas, on se marie, on a 20, 25 ans. S'il faut avoir des enfants tous les 2 ans jusqu'à 45 ans, en gros, on va tous avoir 15 enfants et voilà, c'est inadmissible. Bon. Là, du coup, se pose toute la question de ce qu'on appelle les méthodes naturelles de régulation des naissances. Donc en fait, on l'a dit, la contraception, c'est vraiment empêcher qu'il y ait conception donc par quelque moyen que ce soit, mais notamment voilà, en modifiant le corps de la femme pour arriver à ce but-là. Et les méthodes naturelles de régulation des naissances, on est dans une autre pensée. En fait, il s'agit de connaître le cycle de la femme et il faut savoir que la femme n'est pas fertile pendant les à peu près 28 jours que dure un cycle, on va dire, classique chez la femme. Le seul jour finalement où elle est vraiment fertile, c'est le jour de l'ovulation. Donc, il s'agit d'utiliser cette connaissance du corps de la femme pour dire que si on a des relations intimes à des moments où la femme n'est pas fertile, et ben évidemment, il n'y aura pas de conception derrière. Et qu'au contraire, si on a une relation intime au moment de l'ovulation, ou dans les jours qui précèdent, ou les jours qui suivent, voilà, après chaque méthode a des règles assez précises quand même qu'il faut suivre, mais voilà, qu'on utilise ces périodes soit pour favoriser, si vous voulez, une grossesse, soit au contraire pour l'éviter. Alors là, pour le coup, l'Église dit que, en effet, ces méthodes-là, elles sont utilisables par des catholiques parce qu'elles ne viennent pas entraver le plan de Dieu, si vous voulez, d'avoir rendu la femme fertile que à certains moments. Donc, on est dans une méthode qui respecte le corps des époux, puisqu'en fait, on va pas utiliser d'hormones, tout ça qui vont abîmer le corps de la femme, quand même, il faut le dire. Et en même temps, qui peuvent, si vous voulez, encourager aussi à la fois un certain dialogue, mais aussi une certaine tendresse entre les époux, le fait d'en parler. Voilà, on peut aussi trouver comment dire, des avantages à utiliser ces méthodes-là, il y en a. Et donc ça, c'est permis par l'Église. Et alors, encourager, oui et non, ça dépend des cas et on en reparlera. Mais en tout cas, voilà. Il faut pas se dire, du coup, l'Église nous demande d'avoir tous les enfants qu'on peut physiquement avoir, entre guillemets, et voilà, elle donne quand même des moyens pour donc elle dit réguler, si vous voulez, les naissances et D'accord. permettre au couple de quand même pas se retrouver forcément à la tête d'une famille extrêmement nombreuse très rapidement à des moments où il n'en est pas capable. D'ailleurs, je me permets d'ajouter justement que c'est pour ça que je l'ai précisé au début en introduction, que ça va vraiment dépendre, enfin que nous on donne les généralités et après à chacun de voir aussi selon ses capacités et demander conseil à des personnes formées ou à votre confesseur, etc. pour qui connaîtra votre situation financière, psychologique, autre, et qui pourra vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions parce que par exemple, famille nombreuse, il y en a pour qui une famille nombreuse c'est 7 enfants. Et il y en a pour qui une famille nombreuse, c'est 3 enfants. Ça dépend vraiment de vos capacités financières, votre santé. Il y a peu de personnes qui, enfin, parfois, il y a des personnes plutôt qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça représente une grossesse pour une femme, qu'est-ce que c'est la grossesse, le postpartum, etc. Et qu'on ne peut pas toujours enchaîner. Il y en a qui s'en remettent très bien et qui peuvent, par exemple, toutes les années et demie ou tous les 2 ans, avoir des enfants et en avoir 7 comme ça d'affilée tous les 2 ans. Il y en a pour qui ça n'est pas possible. Donc justement, là, on donne un peu les généralités. L'Église nous met des moyens à disposition
pour éventuellement, comme vous le disiez, Alix, réguler les naissances. Après, ça n'est pas pour avoir une mentalité contraceptive. Si on les utilise avec une mauvaise mentalité, ça n'en fait pas une bonne chose pour autant. Et ne pas les utiliser du tout sous prétexte que il faut de toute façon avoir le plus d'enfants possible et après on s'en fiche de la façon dont ils sont élevés ou de la santé de la mère. Bah ça n'est pas forcément bon non plus. Donc, comme c'est un équilibre très, je vais pas dire très difficile à atteindre, mais voilà, en tout cas qui est personnel et intime pour chaque couple et chaque famille. Donc là, on vous recommande vraiment, si vous avez le moindre doute, de parler à des personnes formées, à des prêtres qui connaissent ces sujets et qui sauront vous aiguiller. Oui, bah, en fait, c'est tout à fait ça. En fait, il y a vraiment deux extrêmes possibles, si vous voulez, quand on parle du coup de ces méthodes naturelles de régulation des naissances. Alors déjà, il faut pas penser que ce serait, si vous voulez, la contraception naturelle autorisée par l'Église, qui en fait voudrait dire je fais un enfant si je veux, quand je veux, mais tout va bien, je suis dans les clous puisqu'en fait l'Église a dit qu'on avait le droit. Elle encadre en fait vraiment cette question, si vous voulez, des méthodes naturelles. Donc ça, pareil, ça se retrouve dans les mêmes textes que ceux qu'on a déjà cités, euh, où en fait l'Église donne quand même notamment quatre comment dire, grandes raisons qui peuvent pousser un couple à différer une naissance. Donc évidemment, il y a les raisons de santé, notamment tout ce qui est raison de santé grave, entre guillemets. Par exemple, une maman qui a eu une césarienne, il faut quand même un certain temps pour que l'utérus cicatrise. Donc bah, là, le médecin peut demander à la maman, par exemple, d'attendre, je sais pas, un an avant de relancer une nouvelle grossesse. Bah, évidemment, là, c'est une raison grave et donc légitime, si vous voulez, d'espacer les naissances. Il y en a plein d'autres hein, qu'on pourrait citer. Après, il y a les raisons économiques, vous en avez parlé. Ben, en fait, il y a des moments dans la vie où clairement un couple n'est pas capable d'accueillir un nouvel enfant. Alors ça, évidemment, on peut en discuter. Voilà, c'est à l'appréciation, encore une fois, de chaque couple et certains qui auront l'impression de vraiment pas pouvoir accueillir un enfant. Pour d'autres, ça posera aucun problème. Donc, il faut quand même, comment dire, bien y réfléchir et bien avoir conscience de ce que c'est des vrais problèmes financiers ou pas. Après, il y a la raison quand même aussi, ce qu'on peut dire psychologique, entre guillemets, ou voilà, des circonstances de la vie qui font que, je sais pas, il y a eu par exemple un drame, un décès dans la famille ou quelque chose comme ça. Il faut du temps pour que le couple s'en remette. C'est pas forcément le moment d'avoir un enfant à ce moment-là. Bon, bah, c'est encore une fois une raison légitime aux yeux de l'Église pour différer une naissance. Et alors le dernier axe qui est pas forcément très connu et voilà, qui là aussi demande beaucoup de délicatesse pour être abordé, c'est la question, alors, et dans les textes, ils appellent ça eugénique, ça peut être un peu violent comme terme, puisque l'eugénisme, en fait, c'est le fait d'essayer de, comment dire, d'avoir les enfants les plus parfaits possibles, on va dire. Là, c'est dans des cas très, très particuliers où les parents sont porteurs, par exemple, tous les deux d'une maladie génétique qui forcément a des très, très grands risques de s'exprimer chez un enfant s'ils en ont un. Et donc là, l'Église considère aussi qu'il est légitime pour ce couple de ne pas avoir d'enfant. Mais il faut bien savoir que pour toutes ces raisons, l'Église ne demande pas de ne pas en avoir. Par exemple, si financièrement, bah, c'est pas forcément une période très simple, ça ne veut pas dire que l'Église vous demande absolument de différer une naissance. Encore une fois, c'est à chaque couple de décider. Et l'Église considère en général que la générosité est quand même
un chemin de sainteté aussi dans la procréation. Donc voilà, encore une fois, à chaque couple après de discerner ce qu'il peut. Et en fait, on en arrive du coup à l'autre extrême qui serait de se dire, bah, du coup, comme l'Église nous demande quand même la générosité, bah, du coup, on va laisser faire la providence, hein, on calcule rien du tout, on regarde rien. S'il doit y avoir un enfant, c'est le bon Dieu qui l'envoie et on le prend comme il vient. Et avec si vous voulez, ce raisonnement-là, euh, prendre parfois des risques inconsidérés, encore une fois, que ce soit pour la santé de la mère ou pour l'équilibre de la famille, l'équilibre des enfants qui sont déjà là, hein, parce qu'il faut penser à eux aussi. Et donc, ça serait un peu une forme de rejet de tout enfin, ce que le bon Dieu, d'ailleurs, nous a donné comme moyen pour quand même pouvoir, alors maîtriser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, pouvoir essayer d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, de faire ça, si vous voulez, en dépit de tout bon sens et avec oui, un excès de confiance dans la providence enfin, ça viendrait à l'idée de personne, par exemple, de se mettre à côté d'un poteau électrique au milieu d'un orage et de dire, bah, si la foudre me tombe dessus, c'est que le bon Dieu l'aura voulu et que c'était très bien comme ça. Non, il y a aussi, voilà, pour la procréation comme pour le reste, euh, une certaine prudence à avoir, même si après, il faut avoir aussi bien en tête que ces méthodes de régulation des naissances, c'est comme aucune méthode de contraception d'ailleurs, on n'est jamais à 100% en fait. On ne peut jamais être sûr de rien. C'est pas parce qu'on utilise des méthodes naturelles que forcément on va réussir à éviter une grossesse. Et ça d'ailleurs aussi, il faut bien l'avoir en tête. Euh, Il y a alors on peut appeler ça des échecs si on veut. Parfois même dans des couples qui les utilisent très bien. Là n'est pas la question. On peut avoir une parfaite connaissance de son corps et puis bah en fait ça reste un corps humain. Donc parfois bah on a des petites surprises. Et donc, en fait, bah, l'utilisation de ces méthodes, elle demande aussi au couple d'avoir une ouverture à la vie, même si, en fait, au départ, ils n'avaient pas prévu, programmé de grossesse, voire même ils avaient essayé de l'éviter. Voilà, donc pareil, parfois dans les milieux cathos, on a tôt fait de juger les personnes en se disant oh là là, bah dis donc, alors eux, soit ils ont trop d'enfants, soit ils en ont pas assez, soit voilà. Bah écoutez, chaque couple a une histoire particulière et il y a des couples qui, bien que utilisant les méthodes de régulation des naissances, ont quand même des enfants. Il y a des couples qui, bien qu'essayant désespérément d'en avoir, n'y arrivent pas. Voilà, il faut toujours rester très délicat aussi sur ces sujets-là, parce qu'on ne connaît pas les histoires de chacun et parfois on peut vraiment blesser aussi les gens en ayant des remarques pas très adaptées dans ce genre de situation. De toute façon, il faut Voilà, je ne garder sais en pas tête si tout que était bien clair. si, si, c'est ça. Moi, je trouve ça très clair et je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a des règles précises, on va dire, qui sont là pour notre bien. Si on a une hésitation, si on n'est pas très sûr de quelque chose ou quoi que ce soit, on demande conseil à quelqu'un qui est formé ou à son confesseur, à son directeur spirituel, etc. Les sujets intimes doivent rester intimes. Donc, bien évidemment, si vous avez l'une de vos meilleures amies qui vous demande un petit peu votre avis sur telle ou telle chose, évidemment, vous pouvez lui répondre. Par contre, à la sortie de la messe, faire des remarques ou dans son fort intérieur ou à voix haute sur ah bah tiens, vous avez toujours pas d'enfant alors que vous vous êtes marié il y a quelque temps, ou alors ah bah dis donc, ça c'était un bébé nuit de noces ou je sais pas quoi. Enfin, tous les sujets qui ne regardent finalement que l'intimité d'un couple, voilà, on évite, c'est tout, et on peut jamais savoir ce qui se passe
derrière, dans les familles, dans l'intimité d'un foyer. Donc, tout simplement, j'appelle ça de la politesse, en fait, de pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et comme c'était assez clair sur ce sujet, peut-être qu'on peut juste aller rapidement sur le sujet de la PMA et des FIV, etc. Enfin, réexpliquer pour tous ces couples, parce que là, on parle plutôt du fait de, voilà, si on peut avoir des enfants, comment faire pour éventuellement espacer les naissances, ce qu'on a le droit de faire, etc. Et si au contraire on ne peut pas avoir d'enfants a priori de façon naturelle ou qu'une grossesse tarde à arriver alors que on veut des enfants, jusqu'où a-t-on le droit d'aller est-ce que c'est mauvais, par exemple, je ne sais pas, hein, de faire des traitements à base d'hormones pour essayer de stimuler un petit peu chez la femme la production de je ne sais quoi voilà, pour favoriser une grossesse. Enfin, est-ce qu'on a le droit de faire ce genre de choses? Est-ce que en fait, voilà, on essaie juste d'avoir des relations intimes et si ça marche pas, bah, tant pis pour nous. Voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire en tout ce qui concerne l'infertilité ou en tout cas la difficulté à concevoir des couples? Alors, bah, ça aussi, c'est une très bonne question et qui est aussi souvent mal perçue et en tout cas qui peut être très douloureuse pour les couples qui sont concernés. Euh, alors, pareil, hein, l'Église est assez claire et distingue vraiment deux choses. Donc, dans tout ce qu'on appelle la PMA, donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée, euh, parmi laquelle, en fait, on retrouve énormément de méthodes différentes. Donc, il y a, vous l'avez cité, hein, le fait d'avoir des traitements hormonaux chez la femme ou chez l'homme, voilà, pour essayer de favoriser une ovulation et une grossesse. Et après, il y a d'autres méthodes qu'on appelle invasives, qui sont soit donc l'insémination artificielle, c'est le fait, si vous voulez, euh, de récupérer les spermatozoïdes masculins et de les injecter, entre guillemets, chez la femme de manière médicale. Et la deuxième méthode invasive, c'est la FIV, donc la fécondation in vitro. Là, en fait, on va prendre les ovules et les spermatozoïdes, enfin un ovule du coup et un spermatozoïde, et créer un embryon dans une éprouvette, donc dans un laboratoire. Et une fois que l'embryon s'est un petit peu développé, donc au bout de quelques jours, aller l'implanter dans l'utérus de la maman. Alors, faut vraiment distinguer, hein. Du coup, la question, enfin les traitements hormonaux chez la femme, chez l'homme, tout ça, enfin hormonaux ou pas d'ailleurs, les traitements en tout court, et tout ce qui est méthode que j'appelle invasive, donc insémination et FIV. Alors ça, pour le coup, l'Église est vraiment claire, c'est-à-dire que tout ce qui va se substituer à l'acte conjugal euh, est mauvais, donc est interdit par l'Église. Alors là, les raisons, encore une fois, sont multiples, mais donc tout ce qui est insémination artificielle, que ce soit au sein du couple, donc on peut très bien dans le couple que ce soit le mari qui donne ses spermatozoïdes, mais on peut très bien aussi, ça se pratique beaucoup en France, le faire avec un donneur, donc un monsieur qui n'est pas connu par le couple, puisque en France en plus c'est anonyme, donc vous ne savez pas qui c'est. Et pareil pour la fécondation in vitro, soit du coup ce sera les ovules et les spermatozoïdes du couple qui seront utilisés, mais ça peut très bien être aussi les ovules d'une autre femme, les spermatozoïdes d'un autre homme, parfois les deux. Donc en fait que l'embryon n'ait aucun lien génétique avec ceux qui seront du coup son papa et sa maman. Euh, donc voilà, en fait, c'est à partir du moment où si vous voulez, le couple ne devra pas avoir une relation sexuelle pour créer ce bébé, à partir de ce moment-là, l'Église dit stop, on arrête là. Il y a plein de raisons. Déjà, le fait que ben, un enfant
doit être l'amour, enfin le fruit de l'amour de ses parents et pas le fruit d'une seringue, même si dit comme ça, ça peut paraître très dur, hein. Je suis d'accord, mais c'est la réalité. Mais aussi qu'en fait, dès qu'on ouvre la porte à toutes ces méthodes-là, on ouvre aussi la porte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes éthiques, qui est bah, le fait d'avoir des parents biologiques qu'on ne connaît pas, de ne même pas savoir qui sera son père, sa mère, voilà, et d'avoir vraiment aucun moyen de le savoir, même ses propres parents ne le savent pas. Euh, pour tout ce qui est de la FIV, ben, en fait, on va fabriquer des embryons. Et après, quid de ces embryons? Il faut les congeler. Il faut savoir que ces embryons, souvent, ils sont triés, c'est-à-dire qu'on va faire dessus des analyses génétiques pour voir s'ils sont, alors parfaits, bien sûr, c'est pas forcément ça, mais s'ils n'ont pas telle ou telle maladie, si a priori ce sont des bons candidats pour s'implanter dans l'utérus de la maman. Donc en fait, on va tout simplement les trier. Voilà. En France, on n'a pas du tout la question. Enfin, voilà, on peut pas dire je veux un garçon, je veux une fille, mais il y a certains pays où ça peut se faire aussi. Voilà. Donc là, on ouvre en fait une porte aussi à des problèmes éthiques très graves que l'Église condamne absolument. En revanche, du coup, pour tout ce qui est traitement en amont, si vous voulez, qui ne va pas du tout intervenir sur la relation sexuelle en tant que telle, mais qui va intervenir avant, soit pour favoriser l'ovulation, pour essayer de faire augmenter le nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Je sais pas moi, des opérations par exemple, si la femme a une malformation au niveau des trompes, au niveau de l'utérus. Évidemment, toutes ces méthodes-là, elles sont tout à fait admises par l'Église et voire même encouragées si on sait que c'est ça qui empêche le couple de pouvoir avoir des enfants. Il y a, pour le coup, aucun problème à ce niveau-là. Après, il faut quand même rester conscient aussi que la procréation médicalement assistée, voilà, c'est faire rentrer des inconnus dans, dans l'intimité du couple, que ça peut être assez intrusif, que ça peut être douloureux aussi, parce que bon, ben, la délicatesse n'est pas forcément à l'heure actuelle la principale préoccupation du corps médical sur beaucoup de points. Et que donc voilà, ça peut mettre aussi quand même le couple à rude épreuve, même sans aller, on l'a dit, jusqu'aux techniques invasives, hein, bien sûr. Mais que en plus de l'épreuve de ne pas réussir à avoir des enfants, qui est quand même très douloureuse pour un couple, bah voilà, rentrer dans tous ces processus-là, ça peut être une difficulté supplémentaire qui est pas toujours bien vécue par le couple, voilà, qui peut vraiment aboutir parfois à des grosses difficultés pour le couple d'une manière générale. Il faut aussi avoir ça en tête quand on parle de PMA. Euh, et, euh, et je fais juste un petit aparté parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut pas, comment dire, penser qu'il n'y a que la médecine, entre guillemets, conventionnelle, enfin, la médecine qu'on a en France, d'aller voir son médecin, de prendre un médicament, voilà, qui peut répondre à ce genre de problématiques. Euh, Parce qu'en fait, cette médecine-là s'intéresse finalement peu à la subtilité que sont le corps de l'homme et de la femme. En gros, bah, pour eux, ce sont deux appareils reproducteurs et il faut réussir à les faire euh, travailler ensemble. Mais en fait, un problème de fertilité, ça peut venir de tout à fait autre chose. Je donne des exemples, mais c'est vraiment des raisons, il y en a beaucoup. Mais par exemple, chez la femme, ça peut venir tout simplement d'une infection qui n'a jamais été traitée et qui empêche qu'il y ait fécondation.
chez l'homme de mauvaises conditions de vie qui font que bah, en fait il a très peu de spermatozoïdes alors qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus d'une autre manière. Voilà. Et du coup, il faut pas hésiter à, à se pencher aussi là-dessus quand on est concerné, parce qu'il y a d'autres réponses que forcément la PMA et tout de suite partir avec des traitements hormonaux, des choses comme ça, qui sont parfois très lourds, encore une fois, pour le couple. Et je continue juste l'aparté jusque-là, mais il existe, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la naprotechnologie. En fait, donc c'est pour Natural Procreative Technology. C'est, si vous voulez, une extension, entre guillemets, des méthodes naturelles. Donc le but, c'est observer le cycle de la femme et avec ces observations, essayer de poser le diagnostic de bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça peut aussi entraîner plein de comment dire, d'examens différents sur la santé de l'homme, la santé de la femme. Et voilà, essayer de traiter ces problèmes, encore une fois, en prenant la personne en entier. Et pour le coup, les personnes qui font ça sont majoritairement catholiques et donc sont tout à fait au courant de ce que l'Église demande, voilà, permet ou ne permet pas, et finalement, du coup, ne prescrivent que des choses qui sont compatibles avec la foi, ce qui peut être quand même aussi agréable pour un couple, voilà, de ne pas avoir à se battre pour ses convictions dans ces circonstances-là. Donc voilà, si ça intéresse certains, ça peut être une bonne piste aussi, même si évidemment il faut aussi avoir conscience qu'il y a certaines raisons qui rendent un couple infertile qui ne peuvent, entre guillemets, être traitées que par la FIV ou l'insémination artificielle. Et que dans ces cas-là, voilà, l'Église, elle appelle ces couples-là à un héroïsme particulier dans le monde dans lequel on vit, parce qu'en fait, il faut savoir dire non à des méthodes qui permettraient d'avoir un enfant, mais qui, du coup, sont mauvaises quand même pour l'homme, la femme et le potentiel enfant à venir. Mais c'est une décision, je pense, quand même très difficile à prendre quand on est dans le, voilà, quand on est concerné par ça. Bah, quand on est dans la souffrance, je Euh, pense qu'on peut avoir la tentation tout à fait compréhensible, même si évidemment il ne faut pas y céder, mais quand on a une énorme souffrance telle que l'impossibilité de concevoir un enfant de façon naturelle, c'est sûr qu'on peut être tout à fait tenté d'avoir recours à des choses qui ne sont pas éthiques, pas morales, pas permises par l'Église. Et en fait, on a tellement envie d'avoir cet enfant, ce qui est tout à fait légitime hein, quand on est marié, que ça peut nous pousser à avoir du mal peut-être dans ces moments-là à comprendre pourquoi l'Église veut ça et pourquoi l'Église permet ou ne permet pas certaines choses, et d'où l'importance de se former sur ces sujets et de ne pas attendre le dernier moment, de former ses enfants aussi. Alors, on n'est peut-être pas obligé de parler de FIV à une enfant de 5 ans, hein, je ne dis pas ça, mais quand ils grandissent un peu ou qu'ils deviennent ados, etc., enfin, les sensibiliser à toutes ces questions éthiques, même si ça ne les concerne pas pour le moment, s'ils ne sont pas encore mariés ni quoi que ce soit, mais pour avoir les idées bien claires et au moins avoir une bonne formation solide et que ensuite, si jamais par malheur la situation se présentait dans votre vie, et bien qu'au moins vous soyez déjà armé et que vous ayez déjà les bons principes pour vous guider. Mais en tout cas, merci beaucoup Alix pour toutes ces précisions sur tout ce qui est l'infertilité des couples et ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des prières. Enfin, je ne dis pas que les prières, c'est quelque chose de magique et que si vous priez, vous allez avoir un enfant. Mais ça peut vous aider aussi peut-être à vous soutenir dans de telles épreuves. Et je parlais aussi des prières, surtout pour les personnes si vous êtes dans l'entourage de personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, enfin, ou qui ont des difficultés à concevoir. Parfois, on se sent un petit peu démunis et on ne sait pas quoi faire et on donne des conseils, mais peut-être de façon pas très délicate. Après, en général, quand on est dans ce genre de situation et qu'on souffre beaucoup, on ne peut entendre aucun conseil ni quoi que ce soit, et ce que je comprends très bien. Donc, si vous vous sentez démunis, et ben, priez
pour toutes ces personnes tous ces couples qui ont des difficultés à concevoir, parce que c'est vraiment une grosse épreuve. En tout cas, merci d'avoir mis les choses au clair. Et je voulais aborder un dernier sujet avec vous, c'est le sujet de l'éducation sexuelle. Alors, je sais que, a priori, donc on a toutes les deux la même position là-dessus, et qui, je pense, n'est pas très, pas forcément très bien vu, même dans les milieux cathos. On voit se développer de plus en plus de potentielles réunions ou autres pour faire d'éducation sexuelle en groupe, à la façon catho, hein, je précise bien, je ne parle pas de ce qu'on fait dans les écoles publiques ni quoi que ce soit, qui est encore quelque chose de différent. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce sujet-là et nous dire est-ce qu'il y a vraiment un âge à partir duquel on peut recommander de parler de ces sujets à un enfant? Est-ce qu'il y a un âge en particulier? Est-ce qu'il y a une façon de faire en particulier? Est-ce que l'éducation sexuelle en groupe est quelque chose qui est permis par l'Église? Et voilà, est-ce qu'on peut parler de tous ces sujets-là avant de conclure le podcast? Oui, alors je me permets juste de revenir un tout petit peu sur la dernière chose que vous avez dite sur la prière. Il y a deux moyens de prière qui sont assez efficaces dans ce genre de cas, enfin assez efficaces, que ce soit des couples qui vont concevoir, mais aussi parfois juste pour les soutenir, pour qu'ils aient un peu de paix dans cette épreuve. C'est du coup pour les couples qui pourraient avoir des enfants, mais qui choisissent de différer une naissance ce mois-là, d'offrir la continence du moment fertile de la femme pour ces couples-là. Et le deuxième moyen, c'est pour toutes les mamans qui attendent un bébé et qui vont accoucher. Voilà, d'offrir toutes les souffrances de cette grossesse, de cet accouchement, de ce postpartum qui est parfois très difficile pour tous ces couples qui, entre guillemets, n'ont pas la chance de vivre ça. Et personnellement, ces deux moyens, voilà, j'ai eu beaucoup d'échos de couples qui disaient on a prié pour nous comme ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a eu un bébé dans le mois qui suivait, mais on a senti que voilà, qu'on abordait cette épreuve avec plus de paix et de sérénité grâce à ce soutien par la prière. Voilà, Oui, c'était juste un petit Oui, aparté. oui, non, excellente idée. J'ai mentionné la prière, mais c'est vrai que très bon rappel. Voilà, et du coup, alors sur la question de l'éducation à la sexualité, alors en France, c'est un sujet assez brûlant parce que il y a des lois qui passent ces dernières années pas mal sur le sujet et du coup, ça fait qu'on en parle plus. Et je pense aussi que on est, alors du coup, ma génération, on va dire de jeunes trentenaires, euh, les premiers à vraiment avoir été comment dire, à avoir vu arriver ces questions-là d'éducation à la sexualité dans voilà, les cercles, que ce soit des, à l'école, dans des écoles privées ou même dans des cercles, je sais pas, de catholiques qui se retrouvent pour X ou Y raison. Alors que pour nos parents, c'était des choses dont on parlait quand même très très peu, voire pas du tout pour nos grands-parents. En tout cas, pas dans la sphère publique. Vraiment, c'était dans la sphère privée. Alors, du coup, on peut dire, ah bah oui, mais à l'époque, personne ne savait rien et on arrivait dans le mariage complètement innocent, sans jamais avoir entendu parler de rien, et c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi. Et voilà. Donc, euh, est-ce qu'il faut éduquer ses enfants à la sexualité? La réponse est oui, évidemment. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une méthode absolument pas, hein, mais il y a des choses qu'il faut surtout pas faire déjà. Et voilà, il y a des choses qu'il faut avoir conscience de leur dire et de leur expliquer. Et puis, il y en a, bah, ça dépendra des enfants, ça dépendra des situations. Voilà. Donc, on pourra en reparler après. Mais en tout cas, oui, éduquer ses enfants dans ce domaine-là, bah, ça fait partie de l'éducation, en fait, tout simplement. Donc, oui, c'est important. Après, et ça, l'Église le redit bien, hein, il y a pareil plusieurs textes, que ce soit dans le catéchisme de l'Église catholique, mais aussi dans d'autres documents où l'Église le dit. Vraiment, c'est important parce que ça fait partie
de la vie d'une personne humaine, mariée ou pas, d'être confrontée à ces problèmes. Alors là où c'est vrai qu'on a une position qui n'est pas forcément partagée par la majorité des, des personnes, voilà, c'est que je suis intimement persuadée, et bien sûr, je vous expliquerai pourquoi, que l'éducation à la sexualité doit être faite par les parents et exclusivement par les parents. Je nuancerai un tout petit peu après, mais si vous voulez, l'idée directrice, c'est quand même ça. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, l'éducation à la sexualité, c'est pas prendre ses enfants un jour dans une pièce et leur dire bonjour, voilà, je vais tout expliquer. Ensuite, on refermera la porte et on n'en parlera plus jamais. Euh, En fait, ça commence. Éduquer à la sexualité, c'est d'abord éduquer à l'amour dans la famille. C'est pour un petit enfant de voir que son papa aime sa maman et que cet amour, il s'exprime par des gestes qui sont exclusivement réservés au papa et à la maman. Euh, alors, bien sûr, dans le respect de l'intimité, voilà, hein, il ne s'agit pas de tout leur montrer, mais voilà, qu'ils aient conscience que l'amour entre un homme et une femme est quelque chose de différent de l'amour de parents pour leurs enfants, de l'amour d'enfants pour ses parents, pour des amis, pour ses frères et sœurs, voilà, que c'est un amour particulier et ça, c'est pas quelque chose qu'on explique. Enfin, on peut l'expliquer, hein, bien sûr, mais avant tout, c'est de l'exemple. Euh, et du coup, l'éducation à l'amour, mais aussi à la tendresse, aussi à la, comment dire, au pardon dans le couple et la famille. Enfin, tout ça, c'est des aspects qui font partie d'une vie amoureuse, si on veut, quand on est plus grand, et c'est pas des choses qui s'apprennent euh, juste en faisant un cours, si vous voulez. Et en fait, bah, le fondement de l'éducation à la sexualité, c'est ça. Parce que bien sûr que la relation sexuelle, c'est un lieu particulier d'expression de l'amour du couple, mais en fait, c'est pas le seul. Et surtout, il est, comment dire, il est le centre de quelque chose de bien plus large. Donc, il suffit pas de, comment dire, d'avoir un manuel de comment on fait ça. Bah non, c'est encore une fois toute une éducation qui commence dès la plus tendre enfance. Évidemment, cette éducation-là, elle se fait dans la famille et elle se fait par les parents. Bien sûr que, encore une fois, par exemple, l'enfant va aller chez des amis et donc va constater qu'en fait, chez ses amis, bah, c'est pareil, hein, papa et maman se comportent différemment entre eux qu'avec les enfants et voilà. Euh, il va aller à l'école, donc peut-être qu'il va entendre aussi parler à l'école de qu'est-ce que c'est le mariage, un enfant, ça a un papa et une maman, voilà, ça c'est aussi, voilà, ça va venir aussi de l'extérieur, mais avant tout, c'est la famille qui va faire cette première éducation-là. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'en fait, les parents sont finalement les meilleurs observateurs et donc les meilleurs connaisseurs de leur enfant et de ce qu'il est prêt ou non à entendre. Il n'y a pas d'âge. Vous posez la question du coup. Il n'y a pas d'âge pour commencer à expliquer à un enfant voilà, comment on fait les bébés, tout ça. Ça peut être fait avec beaucoup de délicatesse à un âge très jeune. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont besoin de le savoir, qui, euh, qui sont très intéressés par cette question-là, voilà, je sais pas, ça peut être à l'occasion, par exemple, d'une naissance dans la famille. Tout d'un coup, ce petit loulou de 5 ans ou de 7 ans se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette histoire? D'où il vient ce bébé? Pourquoi il était dans le ventre de maman? Par où il est passé pour sortir? Voilà, des questions parfois très concrètes. Euh,
et qui demande une réponse parce que sinon il ira la chercher ailleurs et vous savez jamais vraiment ce qu'il va entendre. Donc c'est quand même mieux que ce soit les parents qui se chargent de la donner. Encore une fois, ça peut être fait vraiment juste expliquer à un enfant que bah oui, maman, toutes les filles ont une petite maison qui sert pardon, à accueillir les bébés et que cette petite maison se prépare tous les mois à accueillir le bébé et que s'il n'y a pas de bébé qui vient, ben, il y a un petit ménage tous les mois. Vous voyez, c'est des mots qui sont très simples, et pas du tout choquants et qui peuvent calmer, si vous voulez, cette soif de savoir de certains enfants. Alors qu'à contrario, d'autres ne seront mais absolument pas intéressés par la question, et parfois jusqu'à très tard. On peut avoir des jeunes filles même de 13, 14 ans qui pourtant vivent déjà dans leur corps cette préparation au fait de pouvoir avoir des enfants et qui n'ont pas du tout envie d'en entendre parler. Bon, on est d'accord qu'à 25 ans, ça fait un peu tard quand même, mais voilà, il y a que les parents en fait qui savent vraiment où en est leur enfant sur ce sujet-là. Et donc, ce serait un peu illusoire de croire que, par exemple, arrivé en quatrième, il faudrait absolument passer par la case euh, voilà ce que nous, on a eu en tout cas quand enfin, les gens de mon âge, je pense. Le fameux cours sur la procréation au collège, où en fait, bah, on montre un homme et une femme tout nus dans une salle de classe souvent mixte, à des adolescents un peu effervescents, on va dire. Euh, voilà, je pense pas que ce soit l'éducation à la sexualité que les parents rêvent d'avoir pour leurs enfants, et en tout cas que les enfants rêvent d'avoir certainement pas. Ça, c'est une certitude. Et puis, Et oui. Et comme vous le dites, comme vous l'avez si bien dit, les parents aussi peuvent adapter, non seulement par rapport à l'âge, mais adapter leur discours aussi. C'est-à-dire, on ne dit pas la même chose à un petit de 3 ans qui vous pose une question et à quelqu'un de, je sais pas, l'enfant qui a 8 ans. On ne lui répond pas forcément les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'on va mentir, mais on va pas le dire de la même façon. On va peut-être pas rentrer dans autant de détails, etc. Et ça, effectivement, c'est plus les parents qui sont à même de bien connaître leurs enfants, leurs besoins et savoir comment leur parler sans, voilà, pour leur dire les choses sans pour autant ni les effrayer, ni leur mettre peut-être des images ou des préoccupations en tête qui n'ont aucun intérêt à leur âge. Et j'en profite pour faire une deuxième petite parenthèse. N'hésitez, enfin, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, Alix, mais de parler aussi, enfin, de tout expliquer à la fois aux filles et aux garçons. C'est-à-dire qu'il y a trop de d'hommes qui ne, enfin, d'hommes, oui, donc qui en fait n'ont pas grandi en ayant des informations suffisantes sur le cycle de la femme, sur la façon dont elle fonctionne, ses hormones, etc. De même, je pense qu'il faut aussi apprendre aux filles que les hommes ne fonctionnent peut-être pas exactement de la même façon, qu'il faut peut-être plus faire attention à telle ou telle chose en leur présence. Enfin, en profiter aussi, je trouve, pour parler des différences hommes-femmes au-delà de la sexualité en tant que telle, mais de parler aussi un peu des différences psychologiques, physiques, hormonales ou autres, pour que bah, ce soit des adultes ensuite par la suite qui deviennent des adultes qui sont conscients qu'on n'est pas pareil et que on n'a pas forcément les mêmes besoins ni voilà ni le même développement, la même psychologie, etc. Et ça, je pense que c'est important de l'apprendre dès le plus jeune âge et que voilà, comme ça, les frères seront peut-être plus attentifs quand leur sœur sera indisposée. Voilà, ça peut être intéressant de leur apprendre ça oui, également. du coup, en effet, tout ce que vous dites est tout à fait juste, et je pense que de toute façon, on allait y arriver. Ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire du coup finalement à ses enfants. Alors déjà, il faut pas hésiter en tant que parent, si on se sent complètement démuni sur le sujet, à se former soi-même. C'est pas parce que du coup on dit que c'est pas quelque chose qui doit être fait en groupe pour un adolescent
que du coup les parents, eux, qui sont quand même plus avertis normalement sur la plupart des sujets, euh, ne doivent pas se former s'ils se sentent pas capables de, soit parce que eux-mêmes n'ont pas eu ces informations-là, soit parce que bah, ils savent pas forcément trop comment l'aborder avec leur ado, qui voilà, c'est pas toujours simple. Euh, voilà, et là aussi c'est important du coup depuis que l'enfant est tout petit d'avoir cultivé cette relation aussi de confiance qui fait que en fait on peut parler de ces sujets-là sans être ni gêné ni voilà bah parce qu'en fait on sait qu'on peut parler de tout avec ses parents et que ça reste voilà dans l'intimité dans la confiance et même si bon, c'est pas forcément toujours évident, je suis d'accord. Et du coup, pour en revenir à la question un peu du contenu, alors ce que vous dites, c'est vraiment fondamental. Évidemment que une jeune fille devrait savoir comment elle fonctionne et que arriver à l'âge adulte sans comprendre ce corps qui est le sien, bah déjà c'est pas très agréable de fonctionner sans savoir comment. Euh, mais en plus, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la question voilà, de la macrotechnologie et tout ça. Mais en fait, ça donne aussi plein d'explications ou en tout cas d'indications sur sa santé. Des cycles entre guillemets parfaits sont en général le signe d'une jeune fille qui va bien. Quand il y a des choses qui vont pas dans le cycle, c'est souvent le signe de quelque chose qui va pas. Alors ça peut être pas grave du tout, hein, mais voilà, c'est quand même bête de pas s'en servir alors que encore une fois on a cet outil-là à disposition. Et bien entendu que les garçons doivent savoir ce qui se passe dans le corps d'une jeune fille, de cette jeune fille qui deviendra peut-être un jour leur femme. Il y a beaucoup d'hommes. Alors je sais bien que pour eux c'est pas toujours simple parce que parce qu'en fait ils le vivent pas dans leur corps ce côté cyclique et tout ça donc parfois, c'est vrai que ça leur passe un petit peu au-dessus, entre guillemets, mais au moins qu'ils le sachent, qu'ils en aient entendu parler et qu'ils en soient conscients, même si, euh, même si après, ils vont pas s'en servir absolument tous les jours. Et exactement de la même façon, c'est important aussi qu'une fille sache comment fonctionne un garçon. Pareil pour des choses bêtes, mais Thérèse, sur votre chaîne, vous parlez beaucoup de la décence, de la modestie. Euh, évidemment que un homme n'étant pas fait comme une femme ne réagit pas du tout de la même façon en voyant le corps de la femme dénudé à quelque endroit que ce soit. Et ben voilà, ça fait partie des choses qu'on peut expliquer à une fille pour lui dire voilà pourquoi aussi c'est important euh, que tu restes décente. C'est pas juste pour toi, c'est aussi pour ce que tu peux provoquer chez un jeune garçon qui maîtrise pas encore bien ce corps qui change. Et voilà, bah, ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait dire sans être, comment dire, voilà, sans rentrer trop loin dans les détails. Et en avoir conscience, ça aide à la fois les filles parce que déjà elles comprennent pourquoi on leur demande certaines choses, mais aussi ça aide les garçons parce qu'en fait, des filles qui ont conscience de leurs difficultés seront forcément plus délicates, plus voilà, plus chaste, plus tout ce qu'on veut, hein, mais et dans l'autre sens, un garçon qui sait qu'une jeune fille a des moments dans le mois où elle est plus fatiguée, plus sensible, peut-être un peu plus sur les nerfs, voilà, qui apprennent qu'on ne joue pas avec ça et que voilà, on a aussi de la délicatesse dans ces moments-là. Ben, en fait, tout ça, ça prépare aussi alors, une vie de famille sereine, hein, avec des adolescents, c'est important, mais aussi après une vie de couple sereine, pareil, parce que l'homme comprend mieux sa femme, parce que la femme comprend mieux son mari, et que finalement, ça peut être que positif pour la suite, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter. Enfin, je dis juste aussi que, évidemment, dans l'éducation à la sexualité, apprendre comment on fait les bébés fait aussi partie.
Alors pareil, on n'est pas obligé de rentrer dans des détails tels que ceux de l'éducation à la sexualité qui se pratiquent, et je dis ça parce que je l'ai vu de mes yeux pendant ma formation. Voilà, hein, il ne s'agit pas du tout d'apprendre toutes les techniques, toutes les choses les plus, comment dire, les plus salaces qu'on puisse imaginer. Voilà, c'est pas du tout le sujet, mais juste en fait, encore une fois, savoir comment ça fonctionne de façon basique, ça peut éviter aussi beaucoup de tâtonnements parfois et d'inquiétudes chez les jeunes gens. Voilà, c'est important aussi qu'ils le sachent pour eux être sereins après dans leur vie future. Voilà, J'ajouterai une je sais chose pas si vous avez... une chose qui peut être peut-être précisée, c'est que le fait que tous ces sujets-là, donc bien évidemment, on choisit ses mots et le degré de détail en fonction de l'âge de l'enfant, mais le fait que ces sujets-là ne soient pas tabous, que vous répondiez avec, voilà, avec simplicité, avec justesse, etc. C'est pas toujours facile, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins doué, on va dire, et pour avoir ce genre de discussion. Mais le fait, en tout cas, je pense que les enfants, ils ressentent si c'est un sujet tabou ou pas, si on les renvoie sur les roses ou pas, si on est en train de les entourlouper, de leur mentir parce qu'on veut éviter une question qui nous gêne, nous, en fait. Eh bien, ça peut vraiment, si on a la bonne attitude, je trouve que ça peut vraiment favoriser un dialogue qui est sain, qui fera que l'enfant, justement, quand il vous pose peut-être une question quand il a 4 ans, et comme il est satisfait de la réponse que vous lui avez donnée, il sent que c'est pas tabou, etc., et ben quand il aura 6 ans et qu'il aura une autre question, il viendra vous voir. Quand il sentira peut-être aussi qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Par rapport à son corps, soit des évolutions dans son corps, hein, là je parle de la puberté, de ce genre de choses, ou si jamais malheureusement par exemple il subissait des attouchements ou des comportements inappropriés, bah, justement il n'aurait pas peur il aurait peut-être moins peur de vous en parler, sachant que ce ne sont pas des sujets tabous, que vous êtes là pour lui, que le dialogue est ouvert, etc. Et, et puis voilà, enfin dès que voilà, je trouve que même en grandissant, a priori, les enfants auront encore et toujours ce lien de confiance en fait avec les parents sur des sujets intimes et ils sauront aussi que c'est auprès de leurs parents qu'ils peuvent trouver la réponse et qu'ils n'ont pas à aller la chercher de façon peut-être malsaine dans des films, dans des livres, auprès de leurs copains, sur Internet, sur les téléphones, etc. Donc je pense que ça peut être vraiment important sur tous ces sujets-là de créer un lien de confiance et montrer que ça n'est pas un sujet tabou. Alors, c'est quand même un sujet intime, donc on n'est pas obligé d'en faire le sujet de tous les dîners ni quoi que ce soit à la maison. C'est un sujet intime, mais justement apprendre à en parler avec les bonnes personnes au bon moment. Et ça n'est pas tabou, on peut en discuter, tu peux poser tes questions. Après, plus l'enfant devient grand, plus aussi on peut lui faire lire des ouvrages adaptés, bah, ceux que vous aviez mentionnés. Alors peut-être la catéchèse catholique, pas tout de suite, mais des encycliques ou autres, ou des beaux textes sur ces sujets-là, il en existe, et les soutenir un petit peu dans leur recherche. Mais je pense qu'on voit encore trop de gens, enfin, il y a tellement de personnes qui ont, enfin, il y a toujours comme d'habitude les extrêmes, quoi, mais de personnes qui ont tellement peur de bah voilà, la sexualité, faut pas trop en parler, c'est pas non plus le plus important dans la vie et ceci cela, et il y en a qui arrivent à un certain âge où ils ne savent absolument pas comment naissent les bébés, ils ne savent absolument rien du cycle de la femme par exemple. Des jeunes filles qui ont leurs premières règles et personne ne leur avait jamais rien dit, jamais rien expliqué. Ça peut aussi faire des mauvaises expériences par rapport au corps et à toutes les choses intimes qui ne vont pas aider après à être épanouies et équilibré sur ces sujets-là. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à dire, peut-être pour conclure le podcast, un dernier conseil ou je sais pas, dernière chose à Alors ajouter. juste rebondir Oui. sur ce que vous venez de dire, sur le fait qu'en effet, il faut pas que ce soit tabou dans la famille, voilà. Et le fait que ce soit pas tabou ne veut pas dire que ça ne reste pas sacré. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, on fait pas, on n'a pas ce genre de conversation à table devant tout le monde, où voilà, il faut pas que ce soit un sujet de plaisanterie. Voilà, ça reste quand même des sujets.
oui, sacré, il faut le dire. Enfin, c'est vraiment intime et ça fait partie de ce que le bon Dieu a créé, certes de plus beau, mais aussi de plus fragile. Donc voilà, il faut rester, comment dire, très délicat dans la façon dont on en parle. Et voilà, encore une fois, s'il y a besoin de se former là-dessus, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent des livres, des textes qui peuvent être lus, même des conférences. Alors, l'avantage quand on est parent, c'est qu'on peut écouter des conférences en prenant le bon et en ne gardant que le bon, parce qu'on peut entendre parfois des choses. Voilà, toujours, avant de faire lire quelque chose à ses enfants ou faire écouter quelque chose à ses enfants, l'avoir écouté soi-même. Et pareil, si on a ce genre de discussion, par exemple, si on l'adresse à un perspi, parce que c'est difficile parfois d'avoir certaines conversations avec, je sais pas, un jeune garçon qui est un peu révolté contre l'autorité parentale ou ce genre de choses, être bien d'accord sur ce qui va se dire et ce qui ne va pas se dire. Voilà, que les parents gardent toujours quand même un œil sur tout ça. C'est important que, que vous sachiez ce qu'on dit à vos enfants et ce qu'ils entendent et ce qu'ils lisent. Voilà. Exactement. Bah, merci pour ce bon rappel et merci d'avoir proposé et accepté de faire ce podcast aujourd'hui. À vrai dire, c'était pour répondre à une question qu'on avait eue en commentaire d'un autre podcast. Vous aviez repéré la question et donc bah, on y a répondu. En tout cas, on espère y avoir répondu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de précision, si vous avez des petites astuces, des conseils à ajouter, des retours d'expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire, bien évidemment. En lien, enfin en description de cette vidéo, vous avez tous les liens, comme d'habitude, pour la newsletter de Femmes à part, les différents réseaux sociaux. La boutique aussi, enfin, n'hésitez pas à regarder comme d'habitude. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. Le lien est toujours dans la description si vous préférez vous abonner là-bas si c'est plus facile pour vous. Merci encore Alix d'avoir accepté de venir faire ce podcast aujourd'hui. Bah, avec beaucoup de plaisir. Et puis merci vous pour votre travail aussi et tout ce que vous faites voilà, sur plein de sujets. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter en tout cas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ben, n'hésitez pas à fouiller justement sur la chaîne YouTube, à vous abonner déjà pour ne pas manquer les prochaines publications. Et puis à fouiller un petit peu parce que vous trouverez certainement, on parle c'est vrai, de sujets assez variés autour de la féminité, mais voilà, vraiment de façon très très large. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder sur la chaîne si vous voyez d'autres podcasts qui vous tentent. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.